En associant l'hindouisme à leurs croyances ancestrales, ils ont donné naissance à une nouvelle culture. Les bâtiments toujours debout de nos jours sont encore si impressionnants que les habitants actuels pensent qu'ils sont l'œuvre des dieux. Les secrets de leur construction sommeillent dans la jungle cambodgienne. Certains se sont effrités ou se sont retrouvés couverts de mousse, mais leur splendeur d'antan n'a pas totalement disparu. Leur chef charismatique est le roi Surya Varman II. Mais après sa mort, l'Empire khmer est menacé par des luttes intestines et une offensive de son ennemi héréditaire du royaume de Champa. Les annales khmer la relatent en ces termes. Confiant et orgueilleux, le roi du Champa mena son armée pour envahir notre pays, véritable paradis terrestre. À l'époque de Surya Varman II, le Champa était devenu une colonie khmer. Après sa mort, les armées de l'ancien vassal déferlent sur le pays pour se venger. En 1177, les Chams s'emparent de la capitale et mettent à sac le palais. Tribeu Vanaditya Varman, le roi khmer régnant, est exécuté. Le royaume n'a jamais été en aussi mauvaise posture. Mais les dieux ne l'ont pas totalement abandonné. Un prince va le sauver. Il est passé à la postérité sous le nom de Jayavarman VII. Il est resté depuis l'une des plus prestigieuses figures de l'histoire du Cambodge. Des textes d'époque décrivent le calvaire enduré par la population. Ils attrapaient des gens sur la route, leur mettaient une cagoule sur la tête et les attachaient. Ensuite, ils leur ouvraient le ventre et arrachaient leur vésicule biliaire. Une fois leurs jarres remplies de 1000 de ces organes, elles ont été envoyées au roi Cham. Jayavarman VII a près de 50 ans. Fils du roi Dharanindra Varman II et désigné prince héritier dans sa jeunesse, il a dû s'exiler avec son épouse, de peur d'être assassiné par l'un de ses cousins. Après l'exécution du roi, il se hâte de revenir pour tenter de mettre un terme aux souffrances endurées par son peuple. Une stèle du Pimenakas, un temple royal, fait le récit de ces événements. Le roi fut tué par les envahisseurs. Jayavarman VII resta dans le royaume et attendit le moment propice pour sauver la nation qui gémissait sous le fardeau du mal. Jayavarman VII est né à Kompong Svai, à 100 km à l'est d'Angkor. Cette région, riche en gisements de fer, est l'un des principaux centres de fabrication d'armes du pays. Jayavarman VII décide d'unir les différentes factions qui agitent le paysage politique depuis la mort du roi. Au terme de longs pourparlers,
il parvient enfin à lever une armée capable de rivaliser avec celle du Champa. Pour envahir l'Empire Khmer, les Chams ont maquillé leurs embarcations en navires chinois, remonté le Mékong et rejoint Angkor après avoir jeté l'ancre dans le lac Tonlé Sap. Sous la pression de Jayavarman VII et de son armée nouvellement constituée, ils battent en retraite vers le lac. En 1181, Jayavarman VII et l'armée du Champa se livrent à un affrontement décisif, la bataille de Tonlé Sap. Leurs bateaux peuvent mesurer jusqu'à 27 mètres de long, avec à leur bord 20 rameurs et 25 combattants. Ils ne sont armés que de lances, d'arcs et de boucliers. Après s'être amarrés bord à bord, les guerriers s'affrontent au corps à corps. Jayavarman VII et le roi Cham prennent part à la bataille aux côtés de leurs hommes. Une stèle de Taprom en fait le récit. Jayavarman VII exécuta le roi du Champa et restaura la loi. Il fit massacrer les armées des généraux ennemis avec des millions de flèches et protégea cette terre. La bataille est dépeinte dans un bas-relief du temple de Bayonne, construit par Jayavarman VII. La scène montre des soldats Cham qui tombent sous les flèches khmères, flottent dans l'eau ou se font dévorer par les crocodiles. Angkor Thom signifie grande ville. La cité proprement dite a une superficie de 9 km², soit plus que le Paris de l'époque médiévale. Récemment, des images satellites ont montré qu'en comptant la myriade de villages, de rizières et de fondations pieuses qui l'entouraient, c'était en fait une mégalopole de près de 1000 km². Pour entrer dans la cité, il faut passer le pont Naga. Il est orné de 54 devas, des esprits du bien, qui tiennent un long serpent du côté gauche, de 54 esprits démoniaques qui le tiennent du côté droit, et d'autres motifs qui évoquent le mythe hindou du barattage de la mer de lait. Au bout du pont s'élève un gopura, une porte de 23 mètres ornée d'une tour. Il indique que la ville est sacrée. Elle abrite des habitations, des palais, des temples et des places. La terrasse des éléphants se trouve au coin de la place centrale. Aujourd'hui, il ne reste que les fondations de ce promontoire réservé à la maison royale. Des reliefs d'éléphants grandeur nature apparaissent des deux côtés de la terrasse. La place était utilisée pour entraîner les éléphants de combat et pour les grandes cérémonies de la famille royale. Le roi assistait à ces événements depuis le centre de la terrasse. Il y a aussi des statues de Naga, animal fabuleux de l'hindouisme, et un lion de chaque côté de l'endroit où le roi se plaçait. La terrasse est soutenue par des garudas, des oiseaux mythologiques. De l'autre côté de la place se trouvent les 12 tours du Prasat Swarprat. C'est ici que se tenaient les procès publics.
grâce aux images de synthèse, il est possible de rendre à la place son apparence d'origine. Le couronnement de Jayavarman VII a lieu en 1181. Il est en compagnie de son épouse, que les annales khmères décrivent comme une femme aussi sage que les plus grands érudits de son époque. Les sujets du roi lui offrent la couronne et lui prêtent serment de fidélité. Encore aujourd'hui, Jayavarman VII et Suryavarman II, le bâtisseur d'Angkor Wat, sont considérés comme les deux plus grands monarques de l'histoire de l'Empire khmer. Au début de son règne, le royaume était en ruine à cause de la guerre et le peuple est désespéré. Le roi lance un grand projet de rénovation de la ville. Tout d'abord, un épais mur d'enceinte est construit. Il fait aussi restaurer et approfondir les douves. Elles sont conçues pour que leur eau, en provenance du nord-est, s'écoule vers le sud-est. Ces améliorations transforment en même temps la ville en une forteresse imprenable. Jayavarman VII fait aussi restaurer le palais construit au IXe siècle et incendié pendant la guerre. Jusque récemment, l'apparence du palais d'origine était un mystère. Le gopura qui menait à l'entrée principale et les murs de 4 mètres de haut sont enfouis dans le sol. Pour en savoir plus sur ce palais, des archéologues français ont creusé près de 7000 trous et effectué des analyses de sol. Ils ont établi que le palais couvrait plus de 150 000 mètres carrés et qu'il était construit en bois. Les colonnes en bois ont totalement disparu, mais des dépressions marquent leurs emplacements. Elles apparaissent ici, non loin des escaliers du Pimenakas, le temple royal. Une rangée de colonnes de 80 cm de diamètre se trouvait sur cette plateforme en pierre. Ce sont des pièces qui font 40-50 cm de largeur par 4 à 5 mètres de longueur et 20 cm d'épaisseur. Ce sont des pièces extrêmement solides. Ça, ce sont les fondations, les éléments de fondation. Sur ces fondations, on a des éléments de structure proprement dites. Les bâtiments du palais étaient reliés par de magnifiques galeries à haut plafond. Elles étaient fabriquées à partir d'arbres locaux dont le bois est si dense qu'il coule dans l'eau. Mais à quoi ressemblait le toit soutenu par ces solides colonnes? Il n'existe qu'un seul témoignage. À la fin du XIIIe siècle, Zhou Daguan, un diplomate chinois, est dépêché en pays khmer et y séjourne 11 mois. Dans son récit, intitulé « Mémoire sur les coutumes du Cambodge », il écrit « Le hall principal du palais est couvert de tuiles de plomb et le reste de tuiles d'argile, tandis que les colonnes sont gravées d'images de Bouddha. » Ces bâtiments étaient couverts par une toiture à double pente et couverts en tuiles.
la plupart du temps des tuiles vernissées qu'on a ici. La glaçure est jaune-verte. Elle est typique des périodes du Xe siècle, même pour la céramique utilitaire. Zhu Daguan explique aussi que les salles du palais étaient gardées avec un tel soin qu'on ne l'a pas autorisé à y pénétrer. Il a été contraint d'observer le roi depuis l'extérieur de la terrasse. Mais certaines indications sur le mode de vie de la famille royale apparaissent sur la face est du temple de Bayonne. De somptueux linteaux ornés de flammes décorent les toitures. Zhou Daguan décrit aussi ce qu'il a aperçu de la chambre du roi. Il y a une fenêtre dorée, et sous cette fenêtre, l'image d'un éléphant. Ces images de synthèse permettent de voir à quoi ressemblait le palais à l'apogée de l'Empire khmer. L'organisation de l'espace du palais royal est divisée en 4 cours. D'est en ouest, une première cour qui est une cour d'accueil, à laquelle on accède par 3 pavillons d'entrée, dont le pavillon royal, le pavillon principal qui fait face à l'est. Ensuite, on pénètre dans une deuxième cour, qui est la cour la plus grande, qui est la cour cérémonielle, on peut dire, où on trouve le temple central du Pimenakas. Et je crois qu'il faut l'associer immédiatement, ce très grand bassin de pierre. Il y a un grand bassin de pierre qui est à peu près à 30 mètres du temple, qui fait presque 100 mètres de long par 50 mètres de large. C'est un bassin dont on peut penser que les inscriptions témoignent de son existence au Xe siècle. Je suis assez persuadé que des inscriptions parlent d'un bassin de pierre dans Angkor très important, auprès duquel le roi est au centre de cérémonie. Je pense que c'est ce bassin. Donc, ce deuxième grand espace cérémoniel, c'est la cour centrale du temple. On a à l'ouest un troisième grand espace qui, d'après nos recherches, correspond aux appartements privés du roi. Et là, on a un nombre de bassins en latérite, non pas en grès, mais en latérite. Le palais disposait de divers équipements et installations de confort. La piscine qui fait aujourd'hui la joie des enfants était autrefois un bassin royal de 50 mètres sur 100. Il était entouré de galeries boisées qui le reliaient à d'autres bâtiments. Zhou Daguan poursuit sa description. 3500 concubines et dames d'honneur vivent dans le palais. Elles se baignent totalement nues, et contrairement à la plupart des gens d'ici, elles ont la peau aussi pâle que du jade blanc. Une fois le pays sécurisé et la ville rénovée, la région connaît un afflux d'arrivants. Les gens du peuple passent leur temps libre à regarder des combats de coqs ou d'autres divertissements et ont de la nourriture en abondance. Zhou Daguan décrit aussi la campagne, où paissent des troupeaux de milliers de buffles. Il fait également le récit d'une légende parlant d'un serpent que les Khmers considèrent comme l'esprit de l'eau. Elle a pour cadre le Pimenakas, le palais céleste. Il mesure 12 mètres de haut et abrite un temple secret.
Alors c'est aussi un temple extrêmement intéressant parce que un Chinois qui accompagne une ambassade à la fin du XIIIe siècle, Zhou Daguan, nous signale une rumeur dans la ville, c'est-à-dire que le roi chaque soir s'unit avec une princesse Nagi, une princesse serpent qui prend la forme d'une femme. Zhou Daguan écrit: Il y a de nombreux endroits merveilleux à l'intérieur du palais. À la nuit tombée, le roi se rend immanquablement dans une tour. Un serpent à 9 têtes y réside, et chaque soir, il se transforme en une femme magnifique. Le roi passe toutes ses nuits avec elle, et même la reine n'a pas droit d'entrer. Si le roi n'allait pas la voir ne serait-ce qu'une nuit, ou si la femme disparaissait, une calamité s'abattrait sur le royaume. Chaque mois de mai, le roi accomplit un rituel, le bain du Bouddha. L'épouse de Jayavarman VII est issue d'une famille bouddhiste et le roi lui-même a été initié au bouddhisme par son père. Après avoir pris le pouvoir en 1113, le roi Suryavarman II a fait construire Angkor Wat, un somptueux temple hindou. Mais à la place de Shiva, qui était la plus grande divinité jusque-là, c'est à Vishnu qu'il a dédié le sanctuaire principal. Le but de cette évolution était de supprimer les factions dissidentes. Jayavarman VII voue une profonde admiration à Suryavarman II. Mais il va se démarquer de son illustre prédécesseur. Au centre d'Angkor Thom, il décide de construire un temple bouddhiste. Le temple de Bayonne existe encore de nos jours. Il imite la forme d'une montagne et mesure 230 mètres d'est en ouest et 150 du nord au sud. Il dispose de 50 tours. Sa tour centrale mesure 43 mètres de haut. Sur l'ensemble des façades, 173 visages apparaissent. Comme à Angkor Wat, des galeries bâties des 4 côtés du temple sont décorées de bas-reliefs. En tout, elles mesurent 748 mètres. Sur leurs parois, des scènes de la vie quotidienne s'étalent. Elles montrent des hommes assistant à un combat de chiens, des femmes qui vendent des objets dans la rue et qui se font importuner par des Chinois, ou encore une femme pointant un doigt accusateur sur un personnage tandis qu'elle cuisine. Il s'agit de son fils, qui perd son temps à regarder un combat de coqs. Une scène montre un guerrier khmer qui transperce un soldat cham avec sa lance. Une autre décrit l'arrivée des navires cham lors de l'invasion d'Angkor. Les bas-reliefs de la galerie Est fourmillent de représentations de Jayavarman VII. Des capitaines montés sur des éléphants avancent vers l'ennemi sous commandement du roi. Chose surprenante,
il y a de nombreux Chinois, reconnaissables à leur coupe de cheveux caractéristique. Armés de lances, ils marchent derrière les éléphants. Haut de 3 étages, le temple de Bayonne présente une multitude de bas-reliefs. En son centre, Jayavarman VII a fait installer une statue de Bouddha. Mais ce n'est pas celle qui s'y trouve aujourd'hui. La statue d'origine a été saccagée par des factions hindoues après la mort du roi. Elle a été retrouvée par une équipe de fouilles française et installée de l'autre côté de la place. Les religions ont fait l'objet par moments de luttes internes. Alors on a par exemple le cas du Bayonne, à l'intérieur duquel, au milieu des années 30, une fouille archéologique a été organisée à l'intérieur du massif central du Bayonne et a permis de découvrir les fragments d'une statue représentant le Bouddha en position de méditation. Le Bouddha sous le Naga. Cette statue a été retrouvée en 1000 morceaux, volontairement saccagée, détruite et mise sous terre dans la tour centrale. Georges Trouvé, qui était l'archéologue de l'époque, a en fait décidé de la reconstruire, il l'a réassemblée, il a pu la réassembler, et cette statue a été exposée non loin d'ici, dans une pagode qui est sur la route en face de la terrasse des éléphants. Alors c'est intéressant parce qu'en fait ça montre les luttes internes entre religions qui se sont opérées à cette époque-là. Et l'on sait qu'après le bouddhisme de Jayavarman VII, qui instaure le bouddhisme en religion d'État, il y a eu une véritable réaction shivaïte et qui s'est traduit par, dans certains temples construits par Jayavarman VII, la destruction des icônes originales et entre autres la destruction de ce Bouddha. Mais comment ont été construits ces mystérieux temples de pierre? Le temple a été édifié sur des terres marécageuses. Près de 420 000 blocs de pierre ont été utilisés pour sa construction. Elle venait d'une carrière de Phnom Kelen, à une quarantaine de kilomètres du site, et était acheminée par voie fluviale et terrestre. La construction a commencé depuis le centre de la structure. La statue de Bouddha a été sculptée en premier. On suivit le dôme qui la couvre et ensuite la tour. Vu la taille de cette image du Bouddha qui est relativement importante et qui a été façonnée, qui a été sculptée dans un monolithe de grès, vraisemblablement on peut imaginer qu'en fait elle a été installée et qu'on a construit en fait la maçonnerie de la tour centrale tout autour. Relativement petit à l'origine, le temple a été agrandi en 3 étapes. Il a pris sa forme actuelle avec la construction des galeries et des murs extérieurs. Bien qu'il ne reste que les colonnes, il est clair qu'elles soutenaient une structure en bois. Le massif mur de pierre et le chambranle indiquent qu'il y avait une porte ici. À propos du temple de Bayonne, Zhou Daguan écrit « Il y a une tour d'or au centre du complexe et 20 tours de pierre qui l'entourent. Il y a aussi 100 pièces construites en pierre. » À quoi ressemblait exactement le temple de Bayonne du temps de Zhou Daguan? Les images de synthèse permettent aujourd'hui de le visualiser. Georges Codès, ancien directeur de l'école française d'Extrême-Orient, a été le premier à déduire que les visages représentés sur les tours étaient des portraits de Jayavarman VII. Pendant des années, cette théorie a prévalu. Mais récemment, des experts japonais ont émis une toute autre hypothèse. Ils pensent que les bas-reliefs qui représentent des visages ronds et des yeux en amande sont des devas, des divinités hindoues masculines, tandis que les visages aux traits anguleux et aux yeux globuleux appartiennent à des Ashuras, des esprits démoniaques de la mythologie hindoue.
Quant au visage fin aux yeux bridés, il s'agirait de Devata, des divinités féminines. Les chercheurs japonais s'appuient sur le fait que toutes les œuvres d'art bouddhiste auraient été détruites quand les Khmers sont revenus à l'hindouisme après la mort de Jayavarman VII. Les statues bouddhistes ont été remplacées par des lingams, et si les visages représentaient le roi en Bouddha, ils ont forcément été détruits. Depuis plus d'un siècle, le temple de Bayonne a été étudié et restauré par de nombreux chercheurs. Mais 60 000 blocs de pierre n'ont toujours pas retrouvé leur place. Mais pourquoi Bayonne est-il en bien plus mauvais état qu'Angkor Wat, qui a été construit 80 ans plus tôt? Les équipes japonaises qui restaurent le temple depuis 16 ans pensent que c'est avant tout lié à la qualité de la pierre. Sur l'ensemble d'Angkor, des pierres en provenance de 7 carrières différentes ont été trouvées. Quand l'une s'épuisait, une autre était mise à contribution. D'où la différence entre Bayonne et Angkor Wat. En plus des temples, Jayavarman VII voulait aussi développer le réseau de canaux d'Angkor Thom. La gestion de l'eau était une question majeure pour les Khmers, car dans cette région, la différence entre saison sèche et saison des pluies est très marquée. Pour y faire face, les Khmers avaient recours aux canaux. À Angkor Thom, l'eau qui entrait dans les douves par le nord-est était guidée vers le sud-ouest, qui était en contrebas. Angkor Thom a beau se trouver au milieu des terres, c'est une ville bâtie sur l'eau. N'importe qui pouvait alors emprunter les canaux pour rejoindre le lac Tonle Sap, puis naviguer jusqu'à la mer. Dans ses récits, Zhou Daguan évoque les cortèges royaux. Quand le prince sort, la cavalerie est en tête d'escorte. Puis viennent les étendards, les fanions, la musique. Des filles du palais, au nombre de 3 à 500, tiennent à la main de grands cierges et forment une troupe. Même en plein jour, leurs cierges sont allumés. Ensuite viennent les filles du palais qui forment la garde privée du roi. Le roi, son épouse et ses concubines sont en palanquin, en voiture, à dos d'éléphant ou de cheval. Ils sont protégés du soleil par une centaine de parasols garnis d'or. Les défenses de l'éléphant du roi sont enveloppées d'or, et le monarque tient une épée sacrée. Ses mains sont peintes en rouge, et de nombreux éléphants se pressent autour de lui. Un groupe de femmes balaie la route derrière le roi pour effacer toute trace du cortège royal. Énormément de gens, en particulier des femmes, travaillaient à l'intérieur de ce palais, et la garde privée du roi, à la fin du XIIIe siècle, nous dit Zhou Daguan, était féminine. Donc il y a une présence féminine très importante dans ce palais autour du roi. Le pouvoir du roi repose sur sa puissante armée. Elle compte une division d'éléphants, de fantassins et de cavaliers, ainsi qu'une redoutable division d'archers.
Chaque peloton se compose de 30 fantassins armés d'épées et de boucliers, 5 chevaux et 1 éléphant. L'armée compte aussi des femmes dans ses rangs. La garde royale est exclusivement féminine et en temps de guerre, des femmes prennent part au combat. Avec 700 000 habitants, Angkor Thom est l'une des plus grandes villes de son époque. L'œuvre de Jayavarman VII est impressionnante. Il ordonne la construction d'un réseau routier de 800 km pour relier les villes de l'Empire. 121 gîtes d'étape sont créés et à travers le pays, 102 centres de soins sont mis en chantier. Avant sa prise de pouvoir, l'Asie du Sud-Est connaissait de graves turbulences. Plusieurs royaumes, de la Thaïlande, du Vietnam et du Laos moderne, cherchaient à agrandir leur territoire. Mais Jayavarman VII a une vaste ambition. Il veut assujettir les pays voisins. Les routes nouvellement construites vont faciliter ces invasions. Dans le temple de Bayonne, un bas-relief montre son armée en marche. Mais il n'y a pas que des soldats. Une campagne implique des dizaines de milliers d'hommes et peut durer des années. Beaucoup font venir leurs familles. Le cortège ressemble plus à une migration de masse qu'à un défilé militaire. À cette époque, les Vietnamiens qui ont migré depuis la Chine étendent leur territoire. Le Champa est victime de cette expansion et met les Khmers sous pression. Jayavarman VII décide d'envahir le Dai Viet, à la fois par la terre et par la mer. Cette guerre a eu des répercussions profondes sur l'évolution de l'Asie du Sud-Est. À en croire les annales khmères, la cavalerie, l'infanterie et les éléphants de Jayavarman VII auraient pris l'armée ennemie de vitesse et l'auraient terrorisée. Cette guerre de conquête a été la plus violente et la plus importante de l'histoire khmère. À son terme, l'Empire s'étend du Laos et du plateau de Korat dans le nord jusqu'à la péninsule malaise dans le sud, et de la Birmanie dans l'ouest jusqu'au cœur du Vietnam à l'est. Voilà pourquoi, aux côtés de Suryavarman II, le bâtisseur d'Angkor Wat, Jayavarman VII est perçu par les Cambodgiens comme l'un des plus grands rois de leur histoire.